Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast et puis à partager autour de vous. Merci. Hello et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, j'accueille une invitée, de Marc. Comment tu vas, Prisca? Écoute, très bien. Et toi, Tipora? Ça va. Ça me fait plaisir de t'avoir ici, sur mon petit canapé rose. Il est joli, ce petit canapé rose. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir parcouru la France pour venir. T'as vu? Je t'ai dit que j'allais faire une émission avec Prisca en train de parcourir la France. Au micro de Prisca. C'est ça. Est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et auditeurs? D'accord, ok. Alors, salut, moi c'est Prisca, je rappe et je déchire. Ouais. Non, je rigole. Ouais, je suis super blagueuse aussi. Donc, du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur. Je fais le podcast avec Ulrich qui n'est pas là. Oui. Alors, on a créé le podcast le 26 janvier. Ah, je ne sais pas si je parle de ça d'ailleurs. Oui, vas-y, c'est tes projets. D'accord, donc en fait, on a créé le podcast le 26 janvier de cette année. Et on a décidé en fait sur le podcast de parler de toutes les problématiques que les enfants, les parents, les adultes, les jeunes adultes rencontrent tout au long de leur scolarité. Voilà. Wow, et sinon, je suis aussi maman de deux petites filles. Oui, ça, on va en parler parce que ça fait partie de toi. Ce n'est pas que toi, parce que tu fais plein de choses. Exactement. Mais en tout cas, oui, je vous encourage à aller écouter son podcast qui est super intéressant. Voilà. Merci. Donc, du coup, aujourd'hui, on a une femme accomplie. J'ai une femme super accomplie en face de moi. Mais comment c'était ton enfance, du coup ? Alors, mon enfance, c'était une enfance à Madagascar dans un premier temps. D'accord. C'est une enfance heureuse, entourée de mes cousins, cousines, ma grand-mère, ma maman, mes tantes. Je parle beaucoup de femmes parce que les femmes chez moi ont une importance quand même. Voilà. Je pense que je suis entourée de femmes fortes, de femmes incroyables, de femmes avec des caractères assez... voilà. Et en même temps très rigolote et voilà. Donc chez moi c'est vraiment une lignée de femmes, on peut dire. J'ai mon arrière-grand-mère qui était un sacré personnage, ma grand-mère qui était la première femme commissaire de police à Madagascar, quand même. Ma mère, mes tantes, donc voilà, une enfance entourée de femmes et d'hommes aussi aux alentours bien sûr, mais c'est bizarre, je garde vraiment. J'ai des oncles aussi, mais voilà. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Oh, c'est pas sympa ce que je dis. Donc voilà. Mais c'est important de le rappeler parce qu'on a souvent cette image, les femmes en Afrique, elles sont un peu de côté, etc. Et c'est bien de rappeler, tu vois. Alors, moi, j'ai jamais eu cette image-là personnellement parce que déjà à Madagascar, on avait des reines aussi. Et en réalité, ma grand-mère, on m'a toujours dit les femmes, c'est le pilier d'une société. Et je l'ai toujours entendu. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment de côté négatif en fait. Même les Ashanti, tu vois, même pas qu'à Madagascar. J'ai l'impression que les femmes sont quand même ont des personnalités très fortes. Et voilà. On est le gardien de... Ouais, bon, j'exagère. J'abuse un peu parfois, mais voilà. Donc, et après, j'ai vécu à La Réunion. D'accord. Pendant très peu de temps, on va dire 3-4 ans. Oui, 3 ans peut-être. Et je suis retournée à Madagascar par la suite. Voilà. Et, c'est top comme enfance. Ma mère voyageait beaucoup déjà. Elle était dans les affaires, donc elle a beaucoup voyagé. D'ailleurs, j'ai passé pratiquement une année sans elle parce que pour ses voyages et où j'étais avec ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, cousines et on vivait tous en fait dans la maison de ma grand-mère et voilà, elle veillait au grain, elle se levait très tôt le matin, je me rappelle.
et pour balayer la cour. Et le coup de... Quand on entendait le son de son balai, ça voulait dire que tout le monde devait se réveiller. C'était le réveil, quoi. Exactement. On entendait le premier ça voulait dire vous avez intérêt à vous lever parce qu'avant même qu'elle ait fini, il faut que toute la maison ait démarré. Donc, j'adore la subtilité, tu sais. C'est ça. Donc voilà. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. On a 12 ans de différence. D'accord. Voilà. Et voilà, donc je jouais un petit peu à la maman avec lui. Je commandais un peu, le pauvre, je pense que je l'ai traumatisé. Non, réellement. C'est quelqu'un de très timide, de très doux, malgré son 1m90 et sa carrure de rugbyman. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai un petit frère avec qui j'ai été très proche, petite, mais pas proche dans le sens complicité, c'était plutôt très proche dans le sens où je me suis un peu prise pour une petite maman, on va dire. D'accord. Et du coup, je m'en occupais beaucoup, je lui donnais à manger. J'avais ce côté où j'ai l'impression que je savais, c'était moi qui savais faire, tu vois. Je lui ai appris à marcher, il était très jeune. Il a marché, il avait 10 mois, 11 mois, quelque chose comme ça. Donc les premiers pas, il les a fait avec moi. C'est beau. Et alors, je sais pas si c'est beau ou si j'ai pas voulu un petit peu prendre le rôle de ma mère. C'est beau vu comme ça, mais ma mère, je sais pas comment elle le prenait, quoi. Donc, c'est vrai que même, tu vois, son permis, c'est moi qui lui ai offert son premier. Voilà, son père. J'avais vraiment ce côté où... La yaya. Voilà, c'est ça, la yaya, tout à fait. Et je pense que c'est pas quelque chose de forcément bien. Je m'en gargarisais jeune. Oui. Mais en fait, du coup, j'ai pas ce rapport de frère et sœur avec lui, mais réellement, je pense qu'il a aussi appris après à se méfier de moi et à vouloir montrer une image parfaite face à moi, quoi. Oui, comme si tu étais un parent, en fait. Exactement. Et on n'a jamais eu cette complicité de faire des bêtises ensemble ou autre. On a toujours eu, et qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup. Mais c'est moi qui ai voulu faire ça, c'est moi qui l'ai lui imposé en même temps. Donc, non, mais c'est intéressant parce que souvent, la yaya, on se dit, c'est génial, tu vois, mais on ne voit pas l'autre côté qui est que tu n'as pas été une sœur, en fait, entre guillemets. Hein. Tu l'as été, voilà, mais dans le sens complicité. C'est ça. Et je lui ai aussi imposé un rapport de pouvoir aussi, hein, parce qu'à partir de là, quand je jouais à la maman, quand je lui disais, il y avait des choses, je lui disais, non, tu n'as pas le droit, mais en même temps, on était deux êtres égaux. J'étais pas sa mère et voilà, donc aujourd'hui encore on se parle, on est voilà, mais je sais que j'aurais jamais cette complicité de frères et sœurs sans avoir dire ah bah tiens on fait un truc, tu vas pas le dire à maman. Non, jamais. Il se dit il y a maman et puis il y a ma sœur, mais même combat les deux, quoi, tu sais. Donc, voilà. Je comprends, c'est un peu le même schéma chez moi, donc je comprends totalement ce que tu dis. Et après ça fait partie, en fait, des différents schémas. Il n'y a pas un schéma, tu vois, classique. Exactement. Donc, c'est bien aussi d'entendre ça. Merci. Je t'en prie. Donc, du coup, tu es ensuite arrivée en France. Oui, j'avais 9 ans. D'accord. Je suis arrivée avec ma maman. Donc, j'ai un papa, hein, je le dis. Je précise. J'ai un papa, mais je parle très peu de lui. Voilà, c'est vrai que ma maman, c'est un peu... mon héroïne, on va dire, hein. Et j'ai mon papa qui est là aussi, qui prend des nouvelles, mais on n'a jamais vécu ensemble, on va dire. D'accord. Donc voilà. Okay. Mais il est présent et voilà. Mais ma maman a fait, on va dire, tout le boulot. Oui, je vois. Donc voilà. Donc je suis arrivée à l'âge de 9 ans à peu près en France avec ma maman. D'accord. Que toutes les deux. Oui. Voilà. Donc ça a été un choc, hein, un choc culturel, un choc pour plein de choses. Ouais. Parce que c'est ce que je disais, hein, on avait appelé le podcast Nous les enfants du bruit et de l'odeur parce que j'avais entendu à la télé le discours de Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, où il disait justement le travailleur français, quand il se retrouve sur le palier avec un immigré qui a je ne sais combien d'enfants, combien de femmes et patati patata, et puis après il dit le bruit, sans compter le bruit et l'odeur. Là, on s'est regardé avec ma mère et on s'est dit mais où est-ce qu'on est tombé? Donc c'était voilà. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait quand même pas mal marqué. Et en plus, moi, je suis arrivée en Normandie, une petite ville, et j'ai vécu pas mal de racisme quand j'étais petite, quoi. Donc voilà.
Donc les débuts en France, c'était pas très glorieux, on va dire, c'était pas très joyeux. Ouais, c'était pas une bienvenue. Non, c'était pas welcome. Ouais. Et j'étais quand même assez étonnée parce que à Madagascar, tu as beaucoup de Français. À La Réunion, oui, hein, c'est français, mais il y a aussi beaucoup de Blancs, on va dire. Et je savais pas en fait que c'était comme ça quand je suis arrivée en France, en fait, parce que des Français, il y en a partout dans le monde et ils sont pas accueillis de cette façon-là. Ouais, donc je m'étais dit, il y a une réciprocité et que le monde appartient à tout le monde, en fait. Donc je me suis rendu compte en arrivant petite que c'était pas comme ça. Et la façon dont on traitait ma mère, qui, c'est ce que je te disais, une femme très forte, une femme courageuse, une femme avec beaucoup de caractère. Ouais. Et elle a dû apprendre au fur et à mesure à se taire, à moins montrer son caractère, et elle a eu beaucoup de vexations, je pense, et voilà, quoi. Donc ça a été très difficile pour elle aussi quand elle est arrivée ici. Ouais, donc c'était, on va dire que tu es passée du paradis, entre guillemets. Exactement, de l'enfance, avec de l'insouciance, avec une complicité avec mes cousins, cousines. On était un peu... on était vraiment bien, en fait, quand on était petit. C'était un monde d'insouciance. Et quand je suis arrivée ici, l'insouciance, elle s'est arrêtée net, quoi. C'est ça, en fait, t'as plus le droit à cette innocence. Exactement, tout à fait. Avec des réflexions, que ce soit des adultes comme des enfants. Hein, donc, et c'était assez... Parce que nous, à Madagascar, il y a un respect... déjà, le respect est quelque chose d'assez important. Et le respect des adultes aussi. Oui. Et c'est vrai que... Moi, ma mère m'a toujours éduquée dans le fait de se dire, bon, on ne répond pas aux adultes, on vous voit les adultes, on dit bonjour, enfin voilà. Et il y avait plein de choses, même des valeurs. Et du coup, quand je voyais les adultes se comporter comme ça avec moi ou avec elle, ça m'avait un peu... je m'étais dit, mais alors je fais quoi? Je continue à sourire, je continue à... Voilà. Et j'étais quand même un petit peu, très vite, un peu révoltée et contre, du coup. Mais après, ça, c'est de famille, hein, donc... Voilà. Mais c'est super intéressant de voir comment dire, la transition aussi, parce que tu as dû passer par une phase de transition, tu vois, je m'adapte, en fait. Exactement, tout à fait. Et ton adolescence, du coup, c'était toujours en Normandie Ouais, alors l'adolescence, c'est... Bon, j'étais vraiment l'ado pas très sympa, on va dire. Hein. Okay. Donc, ouais. J'étais... je pense que j'étais très rebelle, mais en même temps, j'avais quand même toujours ce côté respect, on va dire, qui était très important, ancré, parce que c'est c'était des valeurs qu'on m'a inculquées. Ouais. Donc, j'étais rebelle, mais voilà, j'allais pas, par exemple, insulter quelqu'un, mais j'étais plus rebelle avec ma mère, en fait, qu'avec les gens à l'extérieur, j'ai l'impression. Ouais. Ou avec des ados aussi de mon âge. Par exemple, je me suis battue parce que j'ai appris que, voilà, qu'il fallait pas se laisser faire. J'ai remarqué que la gentillesse, elle ne payait pas. Oui. En France, j'ai appris que quand on fallait pas être naïf. C'était des choses, par exemple, à Madagascar, qu'on valorisait, la bonté. Ici, en fait, la morale, ce genre de choses. Et moi, j'entendais des gens dire, non, mais tu vas pas faire ta morale à 2 balles. Tu vas pas... Et je comprenais pas, en fait, parce qu'à Madagascar, ce sont des choses qui sont vraiment valorisées. Et ici, j'avais l'impression que il y avait, tu vois, t'es trop bon, trop con. Enfin, il y a plein de termes, de mots. Ne souris pas bêtement. Tu vois, il y avait plein de choses comme ça que moi, j'avais pas intégrées. Et j'ai compris qu'il fallait montrer des dents, en fait. Qu'il fallait pas être gentil, agréable, souriante, serviable. Que ça, c'était pas des valeurs à réellement développer, parce que sinon, on se faisait bouffer. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où je l'ai intégré, j'ai montré moi aussi. C'est ça. Mais il a fallu me faire violence parce que j'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un de... voilà. Et puis au bout d'un moment, pendant l'adolescence, j'ai vu que c'était un peu la jungle, quoi. Ouais, tu t'étais un peu obligée, quoi. Exactement. Ouais. Et même aujourd'hui encore, hein, je vois par exemple... Le côté être naïf, c'est mal vu, ou c'est du genre t'es idéaliste. Enfin, c'est des mots qui sont quand même très péjoratifs aujourd'hui vus. Voilà. Et même si je dis à mes enfants tous les jours qu'il faut toujours se défendre, d'un autre côté, je leur dis qu'il y a un autre monde et qu'en réalité, c'est pas normal. En fait, rendre service aux gens, ça devrait être quelque chose de valorisé. Exactement. Tu vois. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant de voir enfin, moi je suis née dedans, donc j'ai pas cette notion de ça devrait être comme ça.
moi, c'était normal, en fait, Ouais. effectivement. Enfin, fallait s'imposer, et mes parents m'ont toujours dit pas pareil, de pas se laisser faire, mais avec la famille. En fait, c'était avec la famille que les notions de respect revenaient. D'accord. Donc, il y avait ce truc de double monde, en fait, où tu étais dehors et puis tu devais montrer et puis quand tu revenais à la maison, bah non, tu peux pas parler comme ça à ta tante, tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant de voir que c'est deux mondes différents, en fait, Non, mais tout à qui fait. se côtoient. Moi, je souriais tout le temps. Par exemple, je disais bonjour aux gens. Ouais. Mais ça paraît ridicule, mais je disais réellement bonjour aux gens. Ouais. Et je voyais des gens qui étaient plus âgés, il suffisait qu'ils croisent mon regard pour que je fasse un sourire et que je dise bonjour. Ouais. Et ma mère le faisait aussi. Et on avait l'air de deux idiotes dans la rue, réellement, à dire bonjour à des gens qu'on croisait, quoi. Et pour nous, c'est naturel. En fait, tu vas à Madagascar. Moi, j'y suis allée il n'y a pas si longtemps. Les gens te disent bonjour. Ouais. Ce qui s'est passé, on a eu une panne de taxi à un moment à Madagascar. Le taxi, il m'a fait rire parce qu'il est descendu et il a appelé les enfants qui étaient autour et ils nous ont poussés. Mais ils n'ont pas poussé pendant 2 minutes. Ils ont poussé pendant des kilomètres. Wow. Et nous, on poussait aussi, mais on disait, mais ils vont jamais rentrer, les enfants. Oui. Et puis après, ils sont repartis dans le chemin inverse. Ils ont dû se taper 1 heure de route à marcher pour aider un chauffeur de taxi qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça, en fait, où il y a des choses qui sont faites gratuitement sans qu'on attende quoi que ce soit en retour. Et du coup, je trouve que tu deviens méfiant ici quand les gens te donnent quelque chose gratuitement ou t'aident gratuitement. Ouais. Parce que tu sais que, tu t'attends du moins à ce qu'il y ait quelque chose en retour parce que tu n'es pas habitué à ça, quoi. Ouais. Voilà. Mais j'entends, non, mais c'est hyper intéressant. Faut le rappeler. Du coup, je fais un petit saut dans le temps. Vas-y. Donc, tu es maman de 2 petites. Exact. Comment s'est passé ton désir de maternité ? Je sais que les femmes sont très importantes chez toi, mais est-ce que ça a influé ton choix ? Comment c'est arrivé ? Alors, déjà, je me suis jamais posé de questions pour savoir réellement. Je me suis jamais assise en me disant... est-ce que tu veux vraiment des enfants ? Pour moi, c'était naturel, en fait. Voilà, je me suis dit, je veux des enfants. J'en voulais beaucoup. Oui. Parce que je voulais une grande famille. Je voulais reproduire un petit peu... mes tantes et oncles, ils n'ont pas une grande famille. Ils ont tous 1, 2, puis d'autres qui n'ont pas d'enfants du tout, d'ailleurs. Mais je voulais reproduire le côté... être assise avec mes cousins, cousines. Et quand je suis arrivée en France, on a été tout de suite très esseulés, on va dire. On n'avait pas ce rapport. Et moi, je me suis dit, mon rêve, c'est de retrouver les Noëls que j'avais avant. Oui. Parce que moi, ma famille, elle était à Madagascar ou ailleurs dans le monde, mais pas avec nous toujours, quoi. Ouais. Et je me suis dit, les tables de Noël, elles sont bien vides depuis qu'on est en France. Il n'y avait pas ce joyeux bazar, on va dire, qu'il y avait quand j'étais petite. Aussi, auprès de mon oncle à Paris, parce que j'ai un oncle sur Paris. Quand j'allais chez lui, il y avait toujours plein de monde et c'était vraiment agréable. Ouais. Et je me suis dit... Je voulais reproduire ça, avoir toujours du monde à la maison, avoir cette complicité, quand ça va pas, pareil. Il y a quelque chose aussi quand on a une grande famille qui est, je sais pas, il y a des disputes, il y a plein de choses, mais c'est vivant. Il se passe des choses. Il se passe tout le temps des choses et voilà. Et on est entouré, on fait partie, on est avec les siens, dans le pire comme dans le meilleur, on va dire. Mais il y a quelque chose. Et moi, je me suis dit, je vais reproduire ça. J'ai besoin de ça parce que on a été très esseulés avec ma mère, ça a été très compliqué. Donc je voulais une grande, voilà, c'était logique, je voulais une grande famille. Et ensuite, je m'étais pas dit, je m'étais pas fixé d'âge, c'était quelque chose qui était naturel pour moi. Et puis je m'étais dit, si je suis bien en couple, si tout se passe bien, voilà, une famille, c'est important. Ouais. Et du coup, j'ai eu mes enfants. Et puis, au bout de la première, déjà, je me suis dit, je vais peut-être pas en prendre une. Enfin, je vais peut-être pas avoir une très grande famille. Et puis, au bout de la deuxième, je me suis dit, c'est sûr, je vais pas avoir une grande famille. On ferme. C'est fini. Non, mais voilà, quoi. Donc, c'est vrai que je me suis jamais posé la question si je voulais des enfants ou non. D'accord. Après, aujourd'hui, tu vois, à y réfléchir, si je devais vraiment y réfléchir de nouveau, je pense que j'aurais fait mes enfants, j'aurais eu des enfants beaucoup plus tard. Oui. Et puis en même temps, je me dis, c'est compliqué, quoi. Je sais pas. Ouais. Je pense que j'ai pas de réponse. Moi, je trouve courageux les femmes qui décident qu'elles vont pas avoir d'enfants, parce que vu le poids que la société aujourd'hui met,
Moi, je me suis jamais posé cette question parce que ça me paraissait naturel, en fait, en tant que femme, d'être comme ça. Même si, dans ma famille, j'ai des femmes qui n'ont pas d'enfants et qu'il n'y a pas de jugement. Et qu'on ne se dit pas, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne me suis même pas posé la question de dire je veux des enfants ou non. C'était comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant, tu vois, de voir qu'il y avait cette volonté d'avoir une grande famille. Donc ça joue aussi. Je pense qu'il y a d'autres qui, du coup, ont trop... Enfin, moi, j'ai aussi une grande famille, mais tu vois, c'est pas ça qui m'a poussée à devenir maman. Mais voilà, tu vois, donc c'est intéressant de voir le déclic, en fait, d'où est-ce qu'il peut venir. Et donc, tu as été petite, parce que je sais que tu as voyagé, tu as reproduit un peu comme ta maman, tu as beaucoup bougé. Tu as eu tes enfants, du coup, en France, ou tu les as eus... D'accord. J'ai eu mes 2 filles en France. Je voulais juste revenir sur quelque chose, pour l'histoire de la grande famille, j'ai ma grand-mère qui a eu 10 enfants. Waouh. Donc, elle était commissaire de police avec 10 enfants, et elle en a adopté 2 autres. Ah oui, quand même. Donc, elle avait 12 enfants. Voilà, donc je sais que c'était, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment c'est quelque chose qui me marquait. Et aussi par contre, mes oncles et tantes, ils n'ont pas eu tant d'enfants que ça. Donc peut-être que ça les a marqués aussi, mais dans un autre sens peut-être. Mon grand-père est décédé très jeune. Mais tu vois, les hommes de la famille sont absents très vite, choisis ou pas choisis, tu vois. Et mon grand-père a été décédé dans un accident de train. Il était ingénieur, voilà, donc il avait un train à réparer. Et en fait, ils étaient que 2 donc, dans le train. Et le train a déraillé, il est décédé comme ça. Très jeune, en laissant sa famille derrière lui. Et ma grand-mère, du coup, la vie a commencé à être assez difficile pour elle parce que elle travaillait beaucoup. Et elle était seule et avec ses enfants. Donc à partir de là, la vie a commencé à changer aussi pour mes oncles et tantes et pour ma maman. Donc voilà. Et je me dis, c'est peut-être aussi cette histoire qui fait qu'à un moment, j'ai fantasmé le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Et je sais que les frères et sœurs de ma mère ont un lien très fort, très compliqué, mais très fort les uns avec les autres. Donc, et puis elle me racontait aussi des périodes heureuses. Des moments où ils étaient vraiment tous ensemble, des moments parfois très difficiles, mais ils étaient tous ensemble. Voilà. Donc, voilà. Peut-être pour ça aussi. Ouais, non, mais c'est bien, c'est beau de voir, tu vois, le côté je tire le fil. Des fois, tu sais pas, tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être pour ça, en fait. En fait, on sait jamais. Il y a tellement de fils, il y a tellement d'histoires entre ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, les choses inconscientes. C'est ça, exactement. Voilà. Les racines. Oui. Non, mais c'est très joli, en tout cas. J'aime bien l'analogie, tu vois. Du coup, oui, je te demandais si tu avais accouché en France. Oui, j'ai accouché en France pour mes 2. Déjà, ma première, en fait, j'étais pas encore partie en Asie, j'étais pas encore au Vietnam. Donc, j'ai accouché pour ma première fille en France. D'accord. Et puis, pour ma deuxième fille, j'ai voulu accoucher en France parce que déjà, au Vietnam, la césarienne était pratiquée dans la majeure partie des... Voilà, on peut choisir, par exemple, selon la lune, selon la date, en fait, le plus propice. La plus propice à un accouchement pour porter chance et tout ça. D'accord. Et après, il y a des gens qui ne veulent pas, mais il y a quand même plus de césariennes. Donc, je ne voulais pas de césarienne. Il y avait aussi la barrière de la langue. Même si je parle vietnamien, je ne suis pas fluente à 100%. Et en plus de ça, quand je m'étais dit, je ne sais pas si ça tourne mal, si c'est un moment de panique et que je parle ni anglais ni vietnamien, enfin si je parle, mais que je ne sois pas dans 100% de mes capacités, je voulais quand même me maîtriser. Être dans un cadre que tu connais. Exactement. Puis moi, la maîtrise, c'est mon truc. J'aime maîtriser ce que je fais. Puis après, pendant une grossesse, c'est quand même important de maîtriser au maximum. Tout à fait. C'est 2 vies humaines qui sont en jeu. Mais moi, j'adore la maîtrise, et sauf que mes 2 grossesses, je les ai jamais maîtrisées. Tu vois, je suis vraiment... j'adore faire des plans, tu sais, me dire, voilà, je fais ça, nanana, et tout. Et mes 2 grossesses, ça a été justement une expérience assez exceptionnelle aussi, dans le lâcher-prise. Et avoir des enfants, c'est ça aussi. C'est qu'on apprend beaucoup sur soi, et on se remet en question perpétuellement en fait, parce que moi j'étais la reine des règles, les règles pour mes enfants, les règles, enfin tu vois, quand j'étais petite je choisissais déjà ma vie sur catalogue. Ah oui. Donc
J'avais les catalogues La Redoute. J'avais découpé mon mari, j'avais découpé ma voiture, mon travail, mes vêtements que j'aurais quand je serais grande, le budget, j'avais tout. C'était nickel. Board, là. Exactement, j'avais mon mood board. Donc j'avais fait la même chose pour mes enfants avec un petit carnet, tu sais. Et puis j'ai jamais coché une seule. Rien n'a fonctionné comme je voulais. Donc, c'est super drôle, mais c'est vrai. Enfin, je pense que ça, parce que même quand tu veux faire des plans, quand t'es parent, je pense que faut laisser tomber. Et puis elles ont un caractère, elles sont vraiment chacune a vraiment son caractère. Oui. Et ça, c'est juste magique et magnifique en fait, parce que elles ont un caractère vraiment, elles sont très différentes l'une de l'autre. J'ai Louise la première en fait, remarquez bien, je l'ai appelée Louise, donc la première qui est juste elle veut beaucoup faire plaisir, elle est vraiment elle cherche à être raisonnable, elle est des choses comme ça, et en même temps elle est très sensible. Et j'ai Nirina, tu vois, qui est elle c'est ma mère en fait. non, elle a un caractère, elle veut pas se laisser faire. Quand on lui dit quelque chose, elle boude, elle fait. Enfin voilà. Donc elles sont très différentes l'une de l'autre, et en fait je n'ai aucune prise ni sur l'une ni sur l'autre. Ouais. Parce que vraiment. Donc le lâcher prise là, c'est au max quoi. Au max. Donc voilà. Donc là tu as parlé du coup du nom de tes petites filles. Comment ça s'est fait, la transmission pour toi, elle s'est jouée comment? Parce que donc ton conjoint est lui français aussi. Mais blanc, ouais. Et du coup, comment s'est fait le choix du prénom? Est-ce que c'était important pour toi? Alors, je pense que je me suis vraiment rendu compte de l'importance du prénom pour ma deuxième fille, non pas pour ma première. Pour la première, enfin si, quoique, non, je dis des bêtises. Déjà, il faut savoir qu'à Madagascar, les noms de famille n'ont pas les mêmes, je ne parle pas des prénoms, mais bien des noms de famille, n'ont pas la même importance qu'ici. Ça veut dire que si tu veux prendre le nom de famille de ton voisin, c'est possible. D'accord. Voilà, moi, je n'ai pas le même nom de famille que ma mère. Ma mère n'a pas le même nom de famille que ses parents. Je ne sais même pas, Raïrissou, ça vient d'où. Okay. Mais on n'a pas tous le même nom de famille. Et dans les frères et sœurs de ma mère, il n'y en a pas un qui a le même nom de famille. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça. Tu veux prendre des noms de famille de quelqu'un d'autre, t'essayes quand même d'essayer, mais c'est pas une obligation. Ok. Donc, voilà. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je retiens pas les noms, déjà. C'est vrai, je retiens pas du tout les noms ni les prénoms des personnes. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et quand j'ai choisi le prénom de ma première fille, c'était quelque chose de très important pour moi, c'était qu'elle ait un nom prononçable. Oui. J'ai passé toute ma scolarité en France à reprendre les gens sur la façon de prononcer mon nom, mon prénom. Donc pour moi, je m'étais dit, je veux absolument pas ça pour elle. J'ai pas envie qu'à chaque rentrée de classe, on passe 10-20 minutes sur son nom. Voilà. Donc je l'ai appelée Louise. Je me suis dit, ça passe bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis je trouvais ça joli en fait aussi. Donc je trouvais ça beau, un peu ancien. Voilà. Donc il n'y avait absolument rien à voir avec... Par contre, en deuxième prénom, j'ai pris le prénom de ma grand-mère. D'accord. Donc c'était important. Oui. Après, pour ma deuxième fille, Nirine, là je me suis dit, non, en fait, je veux que ce prénom me rappelle, en fait, soit un prénom de chez moi, de là où je viens, et que ça ait une signification. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était important pour moi. Là, du coup, je me suis dit, s'ils n'arrivent pas à le prononcer, tant pis. Voilà. Mais je n'ai pas du tout eu le même cheminement parce qu'on change et parce que entre ma première fille et ma deuxième fille. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'était important pour moi. Nirine, ça voulait dire désirée. D'accord. Après... j'aimais bien aussi, en plus la copine d'une amie de ma maman, s'appelait Nirine aussi, qui est plus ici, qui est décédée. Mais donc voilà, il y avait aussi quelque chose de Madagascar et en même temps d'une transmission, quoi. Oui. Et par contre, pareil, pour le deuxième prénom de ma fille, j'ai aussi choisi le prénom de ma grand-mère. D'accord. Donc voilà. Mais les prénoms, je pense que c'est important, ça raconte une histoire. Ouais. Et vrai ou faux, mais je pense que ça détermine un petit peu aussi notre personnalité. Oui, ouais. Donc, voilà. Ça, j'y crois, c'est moi vrai. aussi, j'y crois. Donc voilà. Donc tu parlais aussi de transmission. Comment est-ce que tu transmets du coup ta culture malgache à tes filles?
Comment ça se passe à la maison Alors, ma culture la transmet déjà par la nourriture. Oui. Je trouve ça, la nourriture, c'est quelque chose de très important C'est la pour moi. base. Voilà, non, voilà. Et puis moi, j'adore manger. Voilà. Puis, donc, et puis, j'ai des souvenirs, c'est ce que je te disais, de grandes tablées. Oui. Le repas, pour nous, c'était... À Madagascar, c'était vraiment les moments on se réunit, on papote, on parle beaucoup pendant les repas, on n'est jamais d'accord en plus. Tu vois, ça, c'était un truc. On parle politique, on parle de la vie, on parle de la vie de couple, on parle de plein de choses pendant les repas. Et c'était aussi les moments où, parce que je sais pas si c'est propre à ma famille ou si c'est quelque chose de... Parce que c'est ça aussi, quand tu es parti loin de chez toi pendant des années, il y a des moments où tu sais pas ou si c'est un fonctionnement familial ou si c'est culturel. Oui, c'est vrai. Et t'aimes bien des fois dire ouais, nous à Madagascar, et tu as envie de dire t'as des Malgaches qui vont dire de quoi tu me parles. Ça c'était chez toi. Exactement. Et c'est comme en France, on ne dit pas nous en France sur plein de voilà, il y a des choses qui sont propres à ta famille et des choses qui sont donc culturelles. Et moi, il y avait quelque chose de propre à ma famille, c'était que je mangeais avec mes cousins cousines. D'accord. Je mangeais pas à la même table que les grands. Oui. Et le repas, c'était aussi ça. On réglait nos petits comptes entre nous, là. Tu vas voir quand on va aller manger. Tu vois, non mais là, c'était le moment, on était tous assis ensemble. Et aussi, c'était le moment d'avoir les oreilles qui traînaient, tu vois. Parce que d'un autre côté, on n'était pas loin des adultes et on savait qu'eux réglaient leurs problèmes aussi à table. Ou des petits trucs, tu sais, les petits commérages et tout. Donc, on aimait bien. On avait des moments où on faisait beaucoup de bruit, mais en fait, on écoutait tout ce qu'ils racontaient. Et puis, il y avait des moments aussi où on réglait nos petits trucs entre nous. Donc, c'est vrai que la nourriture, pour moi, ça avait une signification quand même de réunion et de là où il se passait plein de choses. Donc, j'ai mes plats traditionnels, le raftout sinaksu. Ah, je connais pas. C'est normal, t'es pas malgache. Donc, raftout sinaksu, c'est des feuilles de manioc pilées. D'accord. Que tu fais avec de la viande, voilà. Donc ça, c'est un plat que mes filles adorent et que c'était mon plat préféré quand j'étais petite. Oh, donc voilà. Et ce qui est bien avec ce plat, c'est que tu as les dents vertes juste après parce que tu as plein de feuilles de manioc qui se coincent entre tes dents. C'est drôle. Donc voilà. Et moi, quand j'étais petite, je voulais pas me brosser les dents après avoir mangé mon repas du midi. Et un jour, je vais chez la commerçante qui se trouvait juste en bas de chez moi. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Tu sais que je suis voyante ?» Et je dis non, c'est vrai. Et moi, j'y croyais. Et puis elle me dit, je sais ce que tu as mangé ce midi. Et je dis, ah, vas-y, tu vas jamais deviner. Et elle m'a dit, raftout sinaksu. Et je suis rentrée en courant chez moi en disant, mais la voisine du dessous, la commerçante, elle est voyante. Et moi, j'avais plein de trucs verts entre les dents. Et ma grand-mère, elle disait, ouais, elle est voyante. Et voilà. Et je racontais des petites anecdotes comme ça à mes filles. Voilà. Et c'est vrai que c'est le plat que je cuisine le mieux, on va dire. Voilà. Et que j'aime transmettre. Sinon, tu as aussi le variam nanan. C'est un autre plat malgache que ma maman sait très bien faire et qu'elle fait régulièrement en fait quand mes filles vont là-bas, c'est ce qu'elles réclament parce que voilà. Donc tu vois, la nourriture c'est quelque chose. Et puis je laisse aussi à ma mère, par exemple, il y a des choses que comme je te dis, je sais pas faire et je me dis c'est aussi le souvenir. J'ai envie de créer des souvenirs aussi pour mes enfants et de se dire chez Mamie Malgache, on mange de ça. On le mange nulle part ailleurs que chez Mamie Malgache, tu vois. Et c'est un souvenir, je pense, qui va rester parce que à chaque fois qu'elles reviennent, elles me disent on a mangé le variam nanan de Mamie. Et voilà quoi. Donc j'espère que ma fille apprendra à faire auprès de ma maman ce petit plat que je ne ferai pas. Tu lui laisses. Voilà, c'est ça. Puis tu sais, la nourriture, c'est que chaque personne quand on l'a fait, il y a un petit truc qui se voilà. Ça n'a jamais le même goût. Effectivement. Donc la nourriture a vraiment une place très importante. D'accord. Sinon, tous les jours, dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne mange pas du raftout sinaksu et des trucs tous les jours non plus, tu as aussi tout ce qui est littérature. Oui. J'ai des livres de contes malgaches. D'accord. J'ai aussi des livres écrits en malgache. Wow. J'ai des livres de l'histoire de Madagascar. Et ce qui est important, c'est que tous ces livres que j'ai chez moi sont écrits par des malgaches. D'accord. Parce que c'est quelque chose d'aussi important pour moi, de se dire mon histoire, je veux qu'elle soit racontée par les miens, par notre regard, dans notre langue. Parce que voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de spécialistes de l'Afrique. Non, pas de Madagascar, mais de l'Afrique en général. Il y a des gens qui ont été au Sénégal et qui connaissent toute l'Afrique avec les 54 pays, qui vont sortir des stéréotypes énormes. C'est ça.
Et moi, je voulais... en fait, on a une histoire. Hein, je disais toujours, avant la colonisation, nous avions une histoire. Et Madagascar a toujours eu sa propre histoire, sa propre langue, ses propres langues, parce que nous avons beaucoup de langues. Et du coup, je trouve important d'avoir des livres qui parlent de chez moi, de mon pays, écrits par des personnes qui viennent de chez moi. Voilà. Donc, même pour mes filles... c'est ce que je leur dis toujours. Bon, il y a des livres sur Madagascar écrits par des personnes de tout pays, ça existe. Mais c'était important pour moi qu'elles aient des livres écrits par des nôtres. Quoi. Wow. Voilà. En tout cas, c'est hyper, c'est bien. Et puis, je trouve que ça correspond totalement avec ce que tu fais, avec le podcast, etc., ta page. Donc, je suis pas surprise, mais je voulais l'entendre de ta voix. C'est ça. Du coup, alors, je vais devoir... aller aux questions tant que je serai noire. C'est quoi les questions tant que je serai noire? Les questions fatidiques que tout le monde attend à chaque fois et me dit mais j'ai pas réfléchi, je sais pas. Donc du coup, est-ce que tu as une chanteuse afrodescendante à nous citer, une chanteuse que tu aimes beaucoup? Oh là. Mimosa, j'aimais bien aussi, mais je sais plus qui la chante. C'est Chanouké Mimosa. Voilà. C'est ça? Donc ça, c'est Mimosa. Coucou Mimosa. D'accord. C'est ça. J'adore cette chanson. Elle est, je trouve qu'elle représente exactement les valeurs des personnes à Madagascar, justement. Oui. C'est la simplicité, la nature. Oui. Il parle de l'odeur du mimosa. Il parle de l'amour. Oui. Mais tu vois, il y a une intimité. En fait, je trouve aussi que on est vraiment très fleur bleue à Madagascar. Mais vraiment. Et non, je vais pas le dire ça. Je vais pas dire le reste. Mais on est très fleur bleue à Madagascar. Ok. Et c'est tout le romantisme à la malgache. Waouh, c'est beau. En tout cas, je note, j'irai écouter. Et enfin, la deuxième question, pardon. Est-ce que tu as une actrice afrodescendante Ça se fait pas sûr. Je sais que j'ai des problèmes de nom. Ou au moins peut-être un film dans lequel elle a joué alors. Oh, attends. Et en plus, ça se fait pas parce que je regarde plus de films depuis... série. Si. Non mais attends, là en ce moment je regarde Dear White People. D'accord. Et je sais pas comment elle s'appelle, et je sais même pas comment elle s'appelle dans le film. Ouais. Sinon j'aime beaucoup aussi Insécure. Oui. Non, j'ai pas d'actrice préférée parce que je suis pas vraiment je suis pas vraiment cinéphile, je suis pas vraiment voilà. C'est vrai que je regarde des choses de temps en temps, mais j'ai même pas de télé chez moi. Je crois que ça fait 20 ans que j'ai pas de télé. D'accord. Donc je suis pas la bonne personne en fait. Désolée. Voilà. Non, mais je note pour dire White People qu'on n'avait pas encore cité. Et enfin, comment tu finirais cette phrase tant que je serai noire? Oh là. Tant que je serai noire, tout va bien. C'est tout. Je sais pas quoi te dire. Non, parce qu'en fait, je sais pas quoi dire parce que tant que je serai noire, pour moi, ça peut être positif comme négatif en fait. Cette phrase, elle peut être négative aussi. Voilà. En fait, je t'ai dit, moi, je me suis découverte noire en France. Et en fait, je suis noire que en France. Voilà. Donc, je suis Prisca avant d'être... voilà. Et cette condition, on me l'a imposée en réalité. Donc, voilà. Donc, tant que je serai noire, c'est qu'on m'a imposé cette condition, on peut dire. Ok, très bien. Merci Prisca. Je t'en prie.